Donc, bonsoir à tous. Je déclare la séance du Conseil ouverte. Donc, je vais procéder à l'appel. Marine Wagner, présente. Sarah Ferraud. Présent. Michael Pereira. Présent. Camille Dalle. Louis Chouin, qui m'a donné procuration. Sabrina Bécher. Présent. Guillaume Vienner. Présent. Pascal Séjourné. Pierre Bibé. Présent. Frédéric Paris. Présent. Jérôme Varang, qui a donné procuration à Laure Beaumartel. Hugues Cantel, excusez. Pierre Jallet, qui a donné procuration à Thierry Josset. Laure Beaumartel. Présent. Jocelyn Coinon. Présent. Valérie Dio. Excusez. Thierry Josset. Présent. Laurence Béatrix. Colette Genet. Présent. Chantal Hervieux. Julien Lefebvre. Présent. Justine Picot et Régis Roussel. Gérard Dubuche. Présent. Ulrich Lumberger. Pascal Griot. Présent. Sébastien Lerin. Sandrine Bezec. François Von Fletteren, qui a donné procuration à Pascal Griot. Claire Pitette, qui a donné procuration à Sandrine Bezec. Pascal Ditch. Présent. Simon Jarailly. Présent. Laurence Cosier-Lemire. Très bien. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur le dernier PV du Conseil? Donc je vais passer le parapheur pour signature. Alors, je vous propose M. Pereira comme secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions? Non, je vous remercie. Alors, première délibération, c'est l'autorisation de signature de la garantie d'emprunt dans le cadre du financement de la réhabilitation de 7 logements par Siloge. Donc, la société Siloge a sollicité la Caisse des dépôts et consignations pour la signature d'une offre de prêt, si annexée. Cette dernière sollicite la garantie d'emprunt de la ville de Bernay à hauteur de 30%. Les bailleurs sociaux, quand ils font des emprunts, ils ont besoin d'avoir une garantie et ils demandent une répartition de la charge de l'emprunt, enfin de la garantie de l'emprunt au département, aux intercommunalités et à la ville. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, délibération numéro 2, le débat sur les orientations budgétaires 2026. Alors, cette fois-ci, en l'absence de Louis Chouin, c'est à moi que revient l'honneur de vous présenter le dernier rapport d'orientation budgétaire du mandat. À toutes celles et ceux qui préféreraient la voix grave et profonde de Louis Chouin, quoique la mienne est grave aussi, rassurez-vous, il reprendra la place qui est la sienne pour le vote du budget le 2 mars prochain. Même lieu, même heure. Tout d'abord, permettez-moi de répondre à la question qui se pose parfois ici et là. Pourquoi voter un budget avant les élections municipales? Eh bien déjà, parce que l'enjeu de continuité du service public dépasse le seul cadre des échéances électorales, tout comme les nécessités de fonctionnement de la collectivité. Concernant les investissements inscrits pour 2026, que nous présenterons tout à l'heure, nous avons veillé avec les services à une élaboration budgétaire conjuguant la nécessité d'assurer la stabilité financière de la ville tout en proposant une programmation des investissements conçue de manière à préserver les capacités d'action. Tout cela pour permettre à la prochaine gouvernance d'exercer son mandat sans contrainte majeure à moyen et long terme. Autrement dit, pas de fil à la patte
et surtout contrairement à notre situation de début de mandat en 2020, pas de situation budgétaire dangereuse qui pousse à prendre des décisions difficiles. Sans surprise également, les orientations budgétaires à venir vont s'inscrire dans la continuité des précédentes autour de choix visant à poursuivre le désendettement, œuvrant pour le renforcement du service public, garantissant des investissements tout aussi nécessaires à l'intérêt général qu'à l'économie locale. Accompagnons les transitions de notre époque. Pour mener son budget 2025 dans le respect des engagements tenus ici même, mais aussi pour élaborer ses orientations budgétaires 2026, la ville a donc dû à nouveau composer avec un environnement économique et politique national incertain. À notre échelle et depuis le début du mandat, cet état de crise permanente a été abordé avec pragmatisme, réalisme et optimisme, afin de ne pas ajouter de la crise à la crise, de ne pas céder aux tentations de repli ou de faire à minima en attendant des jours meilleurs. Bernay méritait mieux que cela. Maintenant, ce n'est facile à dire, surtout vu de loin, mais beaucoup plus difficile à mettre en œuvre concrètement en matière budgétaire. Je souhaitais ainsi féliciter la directrice générale des services ainsi que le service finance qui auront eu un mandat très complexe à gérer du point de vue budgétaire. Bravo à eux pour leur grand professionnalisme, leur agilité ainsi que leur recherche constante d'optimisation. Je salue également l'ensemble des directions et des agents de la collectivité pour leur implication en la matière également, car pour sortir de la situation qui était la nôtre en début de mandat, il a réellement fallu une mobilisation collective et de tous les instants. Grâce à une gestion raisonnée de nos dépenses publiques et une approche de développement soutenable qui est notre fil rouge depuis 2021, l'exercice budgétaire 2025 confirme la dynamique engagée. Avec le service public en étendard, nous avons continué d'aller de l'avant. Vous l'aurez compris, c'est donc le moment d'aborder 2025, tant côté du budget principal de la ville que du budget annexe du service de l'eau. Je ne sais pas si vous allez tous voir le tableau. Donc ici, vous avez les indicateurs de 2025. Donc sur la première ligne en haut, vous avez l'encours de la dette au 31/12/2025 qui est de 13 011 724,71 centimes, avec un taux moyen des emprunts à 2,37% et la durée de vie résiduelle est entre 23 ans et 11 mois. Le nombre d'emprunts bancaires est de 25. La structuration, 16 à taux fixe, 7 à taux variable et 2 à taux structuré. La capacité de désendettement. Si vous voyez, on vous a mis les comptes administratifs de 2020, à partir de 2022, 2023, 2024 jusqu'au constaté de 2025. Donc, je reprends l'encours de la dette au 31/12/2022 était de 13 960 168 pour arriver à 2025 à 13 011 725. En épargne brute retraitée, il y avait 2 369 579 en 2022 et à la fin 2025, 2 797 720. Le taux d'endettement est passé en 2022 à 90% pour atteindre aujourd'hui 78%. Le nombre d'habitants en 2022 était de 10 159 pour arriver aujourd'hui à 10 050. La capacité de désendettement, je vous rappelle qu'en 2020, on était à plus de 20 ans. Aujourd'hui, en 2022, on est passé à 5,89 années pour atterrir en fin 2025 à 4,65 années. Donc, vous voyez bien que la capacité de désendettement, elle est maintenue sous la barre des 5 ans, contre, comme je l'ai dit précédemment, 20 ans, plus de 20 ans en 2020. Et l'encours de la dette a diminué de plus de 2 115 000 depuis le 1er janvier 2020. Je profite pour que vous compreniez bien de ce slide pour expliquer que l'épargne brute, autrement appelée la CAF, permet de financer les investissements, mais aussi dessus, on y retrait l'annuité des emprunts qui s'élève de l'ordre de 1 500 000 euros. Donc, si vous regardez, quand on prend l'épargne brute retraitée, si on prend 2 369 000 moins 1 500 000, il reste 800 000 euros pour pouvoir permettre les investissements et pas comme ce que j'ai déjà entendu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première slide? Pas de questions, on passe à la suivante.
Donc, on passe sur les indicateurs de 2025. Donc, vous avez l'évolution de la section de fonctionnement. En première ligne, vous avez les recettes qu'on perçoit et sur la deuxième ligne en dessous, vous avez les dépenses. Et après, vous avez l'épargne brute. L'épargne brute retraitée, c'est moins les ventes qui a pu être faites par la ville, le remboursement du capital et vous voyez notre épargne nette qui nous reste. Donc, si je vais comparer 2022 pour arriver à 2025. Je ne vais pas passer 2023 à 2024 puisque vous les avez sur les documents. Donc, en 2022, nous avions en recette 15 532 562 euros pour une dépense de 13 139 181. Ce qui nous faisait une épargne brute de 2 393 372 euros pour un remboursement de capital de 1 539 579 euros, c'est le remboursement de capital de l'emprunt, pour une épargne nette de 853 792 euros, ce qui reste pour investir. En 2025, nous avons eu des recettes pour 17 026 301 et en dépenses 13 787 313 euros, pour une épargne brute de 3 238 988, pour un remboursement de capital de 1 444 107 et il nous reste une épargne nette de 1 594 881 qui repart dans les investissements. Voilà. Donc en 2025, les recettes et dépenses de fonctionnement progressent à la même vitesse de l'ordre de plus de 3%. Les principales évolutions des dépenses en 2025 par rapport à 2024, c'est les coûts. Là, on a eu la tempête, vous savez tous qu'on a eu la tempête. Donc, nos coûts de fonctionnement ont augmenté de 140 000 euros. Les coûts de fluides, on a eu plus de 120 000 euros. Les dépenses liées à la sécurisation des citoyens et agents incendie, inondation, caméras, sécurisation des bâtiments et structures sportives, plus de 125 000 euros. Et on a eu une majoration des assurances de plus de 20 000 euros. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, on passe à la slide suivante. Les indicateurs, l'évolution des charges de personnel. Donc, je vais prendre pareil l'année 2022 pour arriver à l'année 2025. Donc, les totales dépenses réelles de fonctionnement, c'est en vert. Oui, c'est bien en vert. 13 millions, nos dépenses de fonctionnement sont de 13 139 000 euros et ceux de nos charges de personnel est de 8 511 000 euros, ce qui représente 65% de notre budget. Pour atterrir en 2025 avec les dépenses de fonctionnement de 13 787 000 pour des augmentations des ressources humaines pour 9 035 000 euros. Aujourd'hui, le nombre de TP moyen qu'il y avait en 2020 était de 247 agents pour atterrir en 2025 à 209,08 agents. On a quand même une maîtrise des charges de personnel à 1,33%. Le poids des charges du personnel, 65%, connaît une baisse liée à une moindre évolution de celle-ci au regard des autres dépenses de fonctionnement, parce que si vous regardez les dépenses de fonctionnement, elles ont augmenté tous de plus de 3%. Et donc, chaque année, on a une hausse qui est automatique par la CNRACL qui pèse pour 110 000 euros sur la collectivité. Et vous savez que pendant ce mandat, le gouvernement a acté des augmentations pour les fonctionnaires, les grades et les échelons. Et donc, depuis le début du mandat, depuis 2021, avec les augmentations, on a pris plus de 900 000 euros sur le poste des ressources humaines. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Les autres indicateurs de fonctionnement sur l'évolution de la section fonctionnement. Donc pareil, quand vous regardez les indicateurs, ce que je vous disais précédemment, c'est que les recettes et les dépenses de fonctionnement, ils progressent à la même vitesse de l'ordre de plus de 3%. Et comme tout à l'heure, je vous ai montré sur les indicateurs qu'on avait par rapport à 2022, je vais prendre que l'épargne nette. On était à 853 792 euros pour atterrir en 2025 à 1 794 880 euros. Voilà. Alors, on va comparer maintenant les dépenses réelles d'investissement.
Donc, sur les dépenses d'investissement hors dette et les restes à réaliser, les travaux au quartier de la gare, ils s'élèvent à 4,8 millions, plus 19,94% par rapport à 2024. Quand vous voyez les dépenses réelles d'investissement qui ont été faites, je me compare toujours de 2022 à 2025. En 2022, il y a eu les dépenses de 5 770 000 euros, de 5 770 000 euros de dépenses d'investissement, et pour arriver à 2025 à 6 249 000 euros. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez comment on a fait le montage du pôle multimodal. La ville a pris la maîtrise la Tercom lui a délégué sa maîtrise pour effectuer les travaux sur le pôle multimodal. Mais nous avons été chercher toutes les subventions possibles pour le pôle multimodal. Et donc finalement, le coût du pôle multimodal pour la ville, elle est de 355 000 euros. Donc, on peut constater aussi que le taux de réalisation des investissements, il s'améliore. Aujourd'hui, il est à 68%, alors que l'an dernier, en 2024, il était de 60%. Est-ce qu'il y a des questions sur ce? Pas de questions. Alors, les indicateurs 2025, les principales réalisations des dépenses d'équipement 2025. Donc, on a eu la restructuration du complexe de Nibailly pour 1 215 000 euros, l'espace du droit et de la famille pour 513 000 euros, l'espace culturel Jules Ferry pour 500 000 euros, la phase 2, phase LED, éclairage public, 299 000 euros, l'amélioration des voiries et trottoirs pour 293 000 euros. C'est le seul poste où on n'obtient pas de subvention, qui est à la charge totale de la collectivité. La phase 2 du requalification du quartier de la gare par ville pour cette année 2025 est de 157 000 euros. Le PPI scolaire École du Bourg-le-Comte pour 112 000 euros et la mise aux normes LED l'éclairage scénique du PLAF pour 92 000 euros. Voilà. Donc, pour rappel quand même, la tempête coûte à la collectivité pour l'année 2025 1 072 000 pour un remboursement d'assurance attendu de l'ordre de 430 000 euros, auxquels s'ajouteront 214 000 euros de subventions et 20 000 euros de fonds de concours de l'IBTN. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Pas de questions. Les indicateurs 2025 comparatifs des recettes d'investissement 2022-2025. Donc, quand on regarde donc on a reçu en dotation et fonds divers et réserves, je pars toujours de 2022, 1 873 279 pour arriver en 2025 à 3 257 521. Dedans, nous avons les subventions d'investissement. Donc, pour 2022, c'était 779 446 euros pour arriver en 2025 à 1 370 095. Les emprunts, en 2022, il y a eu 900 000 euros d'emprunts et en 2025, 1 226 445, ce qui n'empêche pas le désendettement de la commune. On regarde les restes à réaliser. En 2022, il restait 1 728 478 euros à réaliser. Et là, en fin 2025, il ne reste plus que 689 000 de travaux de RAR à réaliser. Donc, pour les recettes d'investissement, or, les RAR et hors gare, elles s'élèvent à 5,9 millions d'euros. Il y a eu plus 2,04% par rapport à 2024. Et pour la première fois du mandat, la ville a pu obtenir des fonds européens FEDER en 2025. Merci au service d'avoir été chercher ces subventions. Et vous pourrez constater que depuis que nous sommes élus, nous avons été chercher de nombreuses subventions et nos projets varient entre 70 et 80%. Pour dire, le pôle multimodal, on a eu plus de subventions que prévu et on a dû en rendre. Ça m'a beaucoup agacé, je vous avoue, mais on ne pouvait pas faire autrement. Nous avons dû rendre des subventions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de parler? Pascal? Non, Simon. Merci Madame le maire. D'abord remercier les services pour la qualité des documents. Nous étions présents avec Pascal à la commission des finances, donc on a déjà pris connaissance
de ces documents et souhaiter rappeler qu'on a toujours reconnu avec notre groupe que ce mandat était un mandat compliqué. Et donc, on reconnaît l'effort qui a été fait de votre part s'agissant des subventions. On reconnaît la difficulté du mandat, comme je l'ai dit, qui est liée à la crise Covid, qui a commencé avec la crise Covid, qui a continué avec la guerre en Ukraine, avec une flambée des prix de l'énergie, les événements climatiques que vous venez de mentionner, donc avec plus d'un million d'euros de travaux, mais avec une prise en charge, heureusement, des assurances et d'autres fonds qui vont arriver. L'augmentation des charges du personnel de plus de 1,3%. Bref, en tout cas, une collectivité qui a été confrontée, à de fortes contraintes. Mais en prenant en compte ce contexte de 2020, ce mandat, comme j'ai dit, il a commencé par la crise Covid. On s'interroge avec notre groupe Bien Vivre à Bernay sur les choix de priorité qui ont été réalisés dès le début de mandat. Donc vous nous expliquez à juste titre qu'il faut maîtriser, je suis d'accord avec vous, les dépenses. Vous nous dites qu'il faut réduire les dépenses de fonctionnement pour continuer à investir, hein, et on n'a jamais reproché le fait que la ville investisse, hein. Une ville qui investit, c'est une ville qui vit, qui est vivante. Mais s'agissant de notre part, je pense que la question n'est pas seulement celle de l'investissement, mais c'est plutôt celle de l'orientation des investissements. Pour notre groupe, on aurait échelonné les choses de manière différente. On aurait vu des priorités, on aurait, priorisé certaines choses, notamment s'agissant du logement. Vous savez que c'est une préoccupation majeure de nos concitoyens, pas seulement à Bernay, mais à Bernay, on a de vraies difficultés concernant cette question du logement, que le logement, c'est un levier essentiel d'attractivité, et c'est un facteur déterminant pour l'avenir démographique de notre commune. On entend les projets engagés, la transformation de la sous-préfecture, la transformation du projet de la Gabelle, le foyer des jeunes travailleurs, mais je pense que ça aurait dû être la priorité du mandat. On aurait dû commencer avec ça, puisque vous savez que... ma question, je me demande si ces projets n'arrivent-ils pas trop tard. En tout cas, on aurait peut-être vu les choses de manière différente. N'aurait-il pas dû en faire une priorité, compte tenu du contexte que vous venez de mentionner? Vous savez aussi que les chiffres sont têtus, hein. On nous annonce une baisse du nombre d'habitants. On passerait sous la barre des 10 000 habitants. Et je pense qu'on a tous à cœur, ici, autour de cette table, de rendre cette ville attractive. Mais cette baisse démographique va soulever plusieurs questions, et des questions importantes, celles qui concernent notamment la dotation globale de fonctionnement. Puisque on s'interroge avec notre groupe, cette baisse aura-t-elle un impact sur la DGF? Et vous savez qu'après, les marges de main-d'œuvre sont plus réduites quand on a une baisse, quand on a un impact sur cette DGF. Donc, si c'est le cas, quelles anticipations ont été réalisées par la municipalité pour pallier cette baisse? Nous, de notre côté, on pense que ça aura des conséquences financières, et qu'elles seront bien réelles et qu'elles devront être intégrées dans les orientations budgétaires. Enfin, se pose la question, mais c'est pas nouveau, hein, ce qu'on vous dit, c'est pas dogmatique, la question de l'école. Vous savez que nous sommes à la veille de la présentation de la carte scolaire, on vous l'avait rappelé, Monsieur Pereira, que si je prends les dossiers administratifs, on a un groupe de travail mi-mars, un CSA fin mars, un CDEN mi-avril après les élections municipales. Autrement dit, on saura qu'après les élections municipales, si oui ou non, on aura affaire à nouveau à des fermetures de classes, ce que l'on n'espère pas, bien évidemment, puisque ces éléments sont essentiels, hein, pour l'avenir de notre territoire. C'est ce qui fait un service public fort, c'est ce qui fait la richesse de notre territoire, surtout que vous savez que les services publics, le service public, c'est le bassin premier de recrutement d'emploi de notre territoire. Concernant l'hôpital, nous étions déjà intervenus à ce sujet la dernière fois aussi. Bon, on a assisté à une diminution drastique du nombre de lits, notamment en chirurgie. L'avenir de la cardiologie, Pascal l'avait évoqué la dernière fois, elle est incertaine. Donc on a 8 lits de chirurgie supprimés. On a une réorganisation qui suscite une forte insatisfaction aussi bien chez le personnel que chez les patients. Et nous sommes inquiets concernant l'avenir de cet hôpital, puisqu'on pense que c'est une force, cet hôpital. C'est un hôpital pour la proximité et pas de proximité. Et nous souhaiterions voir maintenir la cardiologie,
H24, 7 jours sur 7, comme nous l'avons déjà rappelé. On a aussi des inquiétudes concernant l'EHPAD, même si vous nous avez avancé l'argument que les personnes préféraient rester chez elles. Bon, je ne peux pas vérifier si ce que vous avancez, effectivement, ça relève de la vérité pour chaque personne, mais en tout cas, on va connaître une perte de place on va connaître une perte de 86 places, et donc ça va indéniablement, inévitablement entraîner des suppressions de postes. Et enfin, avoir, si possible, quelques nouvelles du remplacement du spécialiste orthopédique, puisque M. Boutric dit qu'il est prêt à rester ici et qu'il a sa patientèle. Donc voilà où ça en est, parce que je sais qu'Évreux tire beaucoup, mais nous sommes attachés, comme j'ai dit, pour un hôpital, pour la proximité. Bon, nous, les économies possibles, on a des choix différents. Hein. Enfin, clairement, vous savez très bien que sur la vidéoprotection, on n'est pas du tout satisfait. Vous avez fait venir le commandant de gendarme. Bon, il nous a présenté ses slides. Bon, ok. Après, c'est des chiffres, hein, donc c'est une analyse quantitative. On sait en tout cas que c'est un dispositif coûteux, que c'est porté par l'industrie de la sécurité et que c'est un marché très lucratif pour cette industrie-là, mais dont l'efficacité réelle est peu évaluée, hein, puisque la Chambre régionale des comptes, enfin, en tout cas la dernière évaluation venait de la Chambre régionale des comptes, qui montre que seuls 1 à 3% des affaires sont résolues grâce aux images de la vidéosurveillance. Donc vous allez me dire vidéoprotection, Madame le maire, je le sais que vous allez me dire vidéoprotection, mais en tout cas, moi j'appelle ça, enfin, je vois ce qui se passe dans d'autres pays, je vois qu'on a un changement de gouvernement, hein, je pense au pays dans lequel je suis, dans lequel j'ai la famille. En Iran, ça ne sert pas qu'à vidéoprotéger. Donc on a encore de la chance d'être en démocratie, mais il faut aussi voir sur le long terme. On pourrait aussi arriver à des, ce que je ne souhaite pas, à des dérives totalitaires, et là on verra ce qu'on fera vraiment de la vidéo surveillance. Donc, et puis moi, ce que je me rappelle, je finis juste. Ouais, je me rappelle aussi que le commandant de gendarme avait dit une chose qui m'avait frappé, c'est qu'il fallait visionner quand même 4 heures de bande pour retrouver donc un délit. Donc moi je considère que 4 heures de bande visionner assis à une chaise, et je ne remets pas en cause le travail du gendarme, bah, je préférais le voir quand même sur le terrain. Je préférais le voir sur le terrain parce que je pense que la présence humaine, le lien collectif, c'est ce qui nous sauvera. Donc on espère avoir un jour une véritable évaluation qualitative indépendante de ce dispositif sur plusieurs semaines, menée avec des chercheurs et un audit, oui, voilà. Donc pour conclure, on ne nie pas les difficultés ni les contraintes auxquelles vous avez dû faire face, mais nous pensons que les orientations budgétaires devront répondre aux enjeux structurels de Bernay, c'est-à-dire le logement, la démographie, retrouver de l'attractivité. Je ne dis pas que vous n'avez rien fait, hein, je sais que ça manquait d'infrastructures, hein, mais maintenant il y a des priorités peut-être sociales à amener aux citoyens qui sont en difficulté. Hein. On n'a pas besoin d'être en campagne électorale pour voir qu'on a de nombreux citoyens qui souffrent à Bernay, et vraiment insister sur le fait que les services publics, c'est notre richesse, et il faudra mettre tout en œuvre pour, pas seulement les préserver, mais également les renforcer. Merci Madame le maire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon. Parce qu'il y en a déjà beaucoup, quoi. J'ai pas encore parlé. Vous êtes inquiète? Bon, écoutez, Simon a fait une très belle intervention qui résume vraiment l'esprit qui nous rassemble aujourd'hui pour non pas contester, ni faire de la surenchère, mais pour dire notre différence, à savoir sur quelle priorité nous aurions dû faire sur ce mandat-là, puisque dans les indicateurs, vous revenez sur les chiffres de 2022, par exemple sur le dernier slide, 22, 23, 24, 25. Pareil, dans les premières slides, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc, permettez-nous de dire que dès 2020, il y aurait dû, suite au Covid, puis après avec l'Ukraine, de faire des priorités qui n'étaient pas forcément des priorités d'aménagement de voirie. Même si ces aménagements, on ne les conteste pas sur la qualité qui est aujourd'hui, et vous le savez, je l'ai déjà dit, hein, particulièrement sur le quartier de la Gare, comment dirais-je, l'intérêt que ça porte pour être une belle porte d'entrée de la ville de Bernay lorsqu'on vient en train, et pour nous le train est important, vous le savez. Moi, ce que j'ai noté, parce que Simon a dit fort justement que les chiffres sont têtus, c'est que les chiffres de l'INSEE pour 2023 ont marqué, comment dirais-je,
une difficulté supplémentaire qui va venir, c'est la baisse de la démographie. C'est-à-dire qu'on est passé de plus de 10 000 à moins de 10 000, 9 700, autour de 700, sur les chiffres de 2023. Puis vous nous dites, au jour d'aujourd'hui, que nous sommes remontés à plus de 10 000. Donc nous avons assisté à la commission des finances, donc on a échangé avec la commission qui était fort fournie, puisque on était une quinzaine, je crois, autour de ces tables. Et donc, il faudrait que nous précisiez un petit peu si vous considérez que les foyers fiscaux, si vous considérez que les résidences secondaires font partie de cette augmentation qui nous amène à 10 000. On ne va pas se mentir, oui. Voilà. Cependant, nous, on ne voit pas ça de la même manière. C'est-à-dire que si on grimpe à plus de 10 000 avec ces résidences secondaires, nous, on sait bien, et vous le savez bien aussi bien que nous, que des résidences secondaires ne sont pas là toute l'année, ne sont pas là 7 jours sur 7, et que on peut considérer que si c'est important pour l'attractivité de notre territoire, sur le dynamisme de notre territoire, ça ne remplace pas, comment dire, une population qui est là 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Deuxième chiffre qui nous marque aussi, alors on l'entend, hein, vous l'avez dit, on est passé de 247 emplois d'agents de la ville de Bernay à 209. Donc on a une baisse quand même significative du nombre d'agents. Moi je me souviens d'une époque, puisque nous sommes, vous et moi, des élus de longue date, que nous avions au sein de notre collectivité des métiers qui étaient portés par les agents. Je pense à des serruriers, à des menuisiers, à des peintres, etc. etc. Et aujourd'hui, depuis quelques années, mais ça date même d'avant vous, mais bon, vous en portez aussi le poids de la responsabilité quelque part, c'est-à-dire qu'on a externalisé un petit peu ces travaux en direction des entreprises, des artisans, etc. etc. Nous, on pense, parce que on le dit, on le répète, on le martèle et on le martèlera encore, c'est que la richesse de notre territoire, particulièrement aujourd'hui, ce sont les services publics. C'est notre richesse. Les écoles, l'hôpital, enfin la santé, les agents territoriaux, c'est notre richesse et donc on ne pense pas que le non-renouvellement de départ à la retraite soit un bon indicateur pour les années à venir face aux difficultés que Simon a évoquées, que rencontrent nos concitoyens. Et vous le savez aussi bien que nous, sinon même mieux que nous, que pour certains c'est très difficile. Aujourd'hui, taper 1, taper 2, taper 3 pour avoir une information, la fracture numérique, elle existe et c'est un vrai problème. Nous, on est pour, vous le savez, parce qu'on le martèle aussi, on est pour une désescalade numérique, on est pour mettre de l'humain d'abord. Et dans ce cadre-là, vous voyez bien, à travers tous ces indicateurs que vous avez donnés et toutes ces orientations que vous donnez, que nous ne partageons pas la même sensibilité. Mais sachez, Madame le maire, que nous reconnaissons le travail effectué par les services, bien sûr, même votre travail politique dont on voit certains fruits aujourd'hui, mais nous avons la faiblesse de penser que nous aurions pu faire d'autres choix. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vais répondre. Alors, concernant le logement, on a créé en 2025 un service logement, vu l'état des logements à Bernay. Vous avez entendu, et je pense que vous êtes quand même informé, qu'on a mis le permis de louer en place sur certaines rues où il faut l'autorisation de la mairie pour pouvoir mettre son appartement en location. Sur le reste de la ville, nous avons mis le permis de louer, mais c'est juste une déclaration pour avoir un logement. Pour le foyer des jeunes travailleurs, ce projet est mené par l'Intercom parce que le foyer des jeunes travailleurs ne concerne pas que Bernay. C'est surtout aussi pour pouvoir accueillir des alternants, des apprentissages ou des jeunes en CDD qui vont intervenir dans les entreprises du territoire. Donc ça met un peu de temps parce qu'il y a une étude à faire, mais sur l'ensemble du territoire, voire avec le département, les départements limitrophes. Donc l'étude, elle est en cours, ça met un peu plus de temps. Et après, il a fallu aussi qu'on trouve celui qui allait porter ce projet. Et finalement, c'est la Siloge qui a décidé de porter ce projet en rachetant les bâtiments de l'hôpital qui sont la rue Malbranche, Frédéric Malbranche, celui qui est au bout. Voilà, ça c'est pour le logement. On a aussi mis en place, parce qu'on a eu beaucoup, et vous avez raison que sur le logement à Bernay, nous avons beaucoup de logements insalubres qui ne sont même pas dignes à la location. On a mis en place un service où on dédie une personne qui
et je vais mettre encore un truc. On a pris un accord avec le colonel de gendarmerie d'Évreux et le directeur général du SDIS, c'est-à-dire que quand ils interviennent dans un logement, que ce soit les gendarmes ou les pompiers, ils nous fassent un retour de mail pour nous dire bah, écoutez, allez voir ce logement parce que là, il y a vraiment un problème de salubrité ou de désordre dans ce logement. Et donc, nous envoyons un agent de la ville qui va constater, qui fait un rapport. Ce rapport est envoyé à l'ARS, au département, au préfet et qui s'en occupe. Et c'est l'ARS qui reprend la main sur les logements et qui font les actions qui doivent être faites. Vous avez pu constater qu'on a mis plusieurs immeubles en péril, justement pour protéger les locataires et qu'on a demandé aux propriétaires de les reloger dans des conditions qui sont dignes pour recevoir des gens. Donc sur le logement, c'est vrai que c'est une vraie problématique. On n'aurait pas pu le voir depuis dès qu'on est arrivé avec 2020-2021 avec le Covid et tout, on ne s'en rendait pas vraiment compte, mais on a commencé à ouvrir les yeux, c'est quand on a eu les retours sur les VIF, les violences intrafamiliales. Et là, vous savez que pendant Covid, ça s'est vraiment déclaré sur Bernay, et c'est surtout en 2021, ça s'est vraiment déclaré sur Bernay, que, il y avait beaucoup de violences intrafamiliales et que souvent de fois dans les logements, ils vivaient dans des conditions très précaires et autres. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, à mettre en place. Mais ça se met pas. Aujourd'hui, on a un service dédié au logement, spécialement pour le logement, justement pour pouvoir pallier à ces logements qui sont indignes et autres. La Siloge donc a repris Malbranche. La Siloge refait aussi la sous-préfecture pour les personnes plutôt d'un certain âge qui vont arriver à la sous-préfecture. On essaie d'avoir des promoteurs qui lancent un des projets pour accéder à la propriété. Mais ce que j'aimerais surtout, moi, c'est que les logements en centre-ville, les propriétaires prennent acte que même si, parce que souvent de fois dans les logements en centre-ville, vous avez le commerce qui est en bas et au-dessus, il y a les étages. Les étages sont inoccupés. On est bien d'accord, souvent de fois, il n'y a personne dans les étages parce qu'on ne peut pas accéder par l'extérieur. Mais aujourd'hui, il y a des possibilités où on peut faire. J'ai qu'à prendre juste, vous voyez, le commerce, le Rousseau, là, le Rousseau qui est là. Eh bien, très bien, il pourrait très bien faire une partie d'accès à l'étage au-dessus pour pouvoir libérer son commerce. Il y a tout un travail à faire et c'est ce que les services sont en train de rencontrer les différents propriétaires, comment pouvoir accéder, faire des travaux pour accéder dans les logements au-dessus des commerces. Voilà. Là, c'est la première sur le logement. Alors, concernant la DGF, la baisse, quand on parle de 9800 et quelques, qu'on a baissé la population, c'est la masse municipale. Alors, j'ai eu un peu de mal aussi à comprendre entre la masse municipale et la masse totale. La masse totale, nous sommes 10 031, donc il n'y a pas d'impact sur la DGF. La masse municipale, ce sont ceux qui habitent tous les jours à Bernay. Par exemple, vous avez un enfant qui est étudiant. Quand vous avez fait le recensement, il est étudiant. Mais comme il n'est pas là la semaine, même s'il revient le week-end, il n'est pas compté. Donc c'est ça la différence. Mais que si vous regardez d'après de ce qu'on a mis de l'INSEE, ce que l'INSEE, sur les 5 ans, la population, elle est en train de réaugmenter à Bernay. Et je ne considère pas, la réaugmentation de la population ne concerne pas les résidences secondaires. Je précise bien que ça n'a rien à voir avec les résidences secondaires, parce que les résidences secondaires, ils n'habitent pas ici. C'est tenu compte que des résidences principales, des gens qui habitent. Aussi, l'INSEE, elle fait toujours un échantillon sur les points. Vous avez toujours dans l'échantillonnage, la rue en bas, c'est Général Leclerc qui est toujours pris, en remontant une partie de la rutière où il n'y a pas d'habitation. Par contre, si vous portez le quartier du 11 novembre, la rue du 11 novembre, elle n'a jamais été recensée depuis 20 ans. Des gens qui habitent qui n'ont jamais été recensés. Il y a des quartiers dans la ville qui ne sont pas recensés. Le recensement total de la population n'interviendra qu'en 2027. Donc ça veut dire qu'en 2027, quand on aura fait le recensement total de la population, on saura vraiment combien on est d'habitants. Aujourd'hui, ce ne sont que des échantillonnages. Donc voilà. Donc j'ai eu des longs échanges avec l'INSEE où je disais que ça ne sert à rien de faire des échantillonnages tous les ans. Là, on n'a qu'à faire une fois tous les 5 ans ou tous les 6 ans, comme ils veulent, durant la durée d'un mandat ou pas, de faire un recensement total.
parce que déjà, ça a un coût pour la collectivité. Hein, tous les ans, ça a un coût pour la collectivité de faire les recensements. Il faut trouver les agents recenseurs, c'est pas toujours facile. Les gens n'ouvrent pas toujours leur domicile. Enfin, il y en a qui veulent pas répondre. Enfin bon, voilà. Et donc, de faire un recensement total, qu'aujourd'hui, quand il y aura un recensement total, il faut plus de 30 personnes pour recenser. Donc, on a pris un accord et cette année, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est la Poste qui fait le recensement. Puisque la Poste, finalement, tout le monde ouvre la porte au facteur. Puisque le facteur, il est connu, enfin voilà, et tout le monde ouvre la porte. Et donc, ce sont les agents de la Poste qui font le recensement. Et si ça marche bien, cette année, on verra le retour du recensement. En 2027, on leur confiera le recensement total de la population. Et pour moi, c'est seulement là, et seulement là, qu'on pourra dire le nombre d'habitants qu'on a à Bernay. Mais aujourd'hui, je prends la masse totale des habitants de Bernay, c'est 10 031. Donc, ça n'impactera pas la DGF. Voilà. Après les écoles, la carte scolaire, on est bien tous d'accord avec la baisse de la natalité, eh bien, on va avoir de la baisse des enfants. C'est à nous de faire que nos écoles publiques soient attractives, c'est ce qu'on a fait, on essaie de faire. La preuve, on a mis en place pour que l'école Ferdinand Buisson est pilote depuis l'année dernière pour que les cours se dispensent 50% en anglais et 50% en français depuis la 2e année de la maternelle, ça marche bien. Enfin, Michael pourra donner des compléments d'information, mais ça marche très bien pour que nos enfants aient toutes les chances, quand ils arriveront au collège, que l'anglais, ça devient automatique, c'est leur langue. Donc, on essaie de faire plein de choses, de moderniser nos écoles pour qu'on puisse garder nos enfants ici à Bernay. Donc, la carte scolaire, oui, on a un risque, on a toujours un risque. Aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, on a eu un rendez-vous avec Monsieur Marie, la section académique, qui nous dit il semblerait, puisqu'il ne s'est pas prononcé, sinon je vous l'aurais dit, qu'on pourrait avoir une fermeture à Bourg-le-Comte. Mais ce n'est pas encore certain, parce que vous savez que jusqu'au mois de juin, on a un comparatif avec les chiffres qu'ils ont et que nous, on a. Donc, il dit il semblerait, mais il n'est pas certain. Donc, ça veut dire, s'il m'avait dit, bon, Madame le maire, c'est au mois de. Vous aurez une fermeture. Non, il nous a dit il semblerait. Donc, on va comparer nos chiffres après mois de juin, hein, puisque c'est là qu'il fera la situation, on verra bien. Mais en tous les cas, on se bat. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de fermeture dans les classes, qui m'oppose toujours, c'est qu'il me dit ouais, mais 18 dans une école, c'est bien. Je dis bah moi c'est bien, je trouve que c'est bien. Ça veut dire que l'enseignante, elle peut passer plus de temps auprès des enfants, parce que quand on est nombreux, même si l'effet de groupe, ça, comment dire, ça entraîne les autres, mais on a toujours des enfants qui restent à la traîne et qui ne suivent pas. Mais moi je trouve que c'est vrai, mais peut-être que je me trompe. Mais je trouve que si on a moins d'élèves dans une classe, eh ben l'enseignante, elle peut donner un peu plus de temps aux autres et pas que ceux qui sont devant et qui avancent. Enfin, moi, je pense qu'on doit laisser personne à la traîne. Donc, voilà. Donc, la carte scolaire, on n'en reparlera qu'en juin. Donc, effectivement, on est très attentif. On essaie pour que les populations viennent à Bernay. Je sais qu'aux alentours, il va y avoir des fermetures de classes. Ça, on est bien au courant. Et donc, ça va forcément nous apporter aussi des enfants de l'extérieur, parce qu'ils n'auront pas tous. Quand vous avez entre le lieu de travail et l'école, si vous êtes je prends ville, si vous habitez à 10 km de là et que vous devez emmener votre enfant à 15 ou 20 km après votre lieu de travail encore, forcément les enfants vont revenir sur Bernay. Donc voilà. Oui. Oui, je vais permettre à Madame le maire de faire une petite pause. Je reprends juste le relais sur l'aspect scolaire, bien évidemment. Mais comme pour le logement, en fait, on ne se tourne pas les pouces. C'est-à-dire qu'on a déjà travaillé dès le mois de janvier avec les services pour défendre âprement, en argumentant avec des éléments factuels pour le maintien des classes, de la classe notamment menacée de Bourg-le-Comte, bien évidemment. Et en fait, il faut être au travail. Voilà, il faut argumenter, il faut se battre âprement, argument par argument. On nous prédisait l'effondrement de Paul Bert quand il y a eu la fusion. Les effectifs, ils sont en constante augmentation. Encore l'année prochaine, ils vont augmenter. Alors, c'est sûr, hein, c'est pas de 10 ou 20 gamins. On a 2, 3, 4, 5 gamins qui arrivent. Donc, je pense qu'avant de tirer sur l'ambulance, voilà,
il faut nous laisser travailler et ensuite on fera le bilan. Mais quoi qu'il en soit, et vous connaissez ma pugnacité par rapport à la défense des écoles, on continuera à travailler pour éviter cela. C'est clair. Merci Madame le maire. Je voulais juste ajouter quelque chose en complément de ce qu'a dit Marilyn sur le logement, parce que vous avez indiqué, Simon, que c'était pas forcément notre priorité. Donc elle vous a donné quand même des réponses, mais en plus, dès qu'on est arrivé, on a révisé le PLU. Le plan local d'urbanisme, qui juste recense et permet justement aux opérateurs ou aux particuliers de construire ou de rénover, etc. Et c'est un document d'urbanisme, un document réglementaire qui a un travail un petit peu de petite fourmi. Il fallait le faire, il datait de 2010, il n'avait jamais été rénové. Ça nous a pris moins de 3 ans. Donc on a essayé d'aller le plus vite possible tout en restant à l'écoute des Bernéens, parce qu'on a fait aussi de nombreuses réunions de concertation sur ce sujet. Et un PLU, le PLU actuel, il permet d'agir sur le logement. Par exemple, ce qu'a dit Marilyn sur la transformation de quelques mètres carrés des rez-de-chaussée commerçants pour pouvoir accéder à l'étage. C'était pas possible avant, c'est possible maintenant, et c'est pour ça que les services peuvent discuter avec les propriétaires. Idem, ça permet de densifier, par exemple, le centre-ville, ce qui n'était pas forcément possible avant. Donc on a aussi rénové un outil qui nous permet d'agir concrètement sur le logement. Marilyn a parlé du bâton sur les propriétaires, et c'est vrai, parce qu'on y tient, permis de louer, mise en péril, etc. Je rappelle aussi qu'on a utilisé la carotte, puisqu'on a mis en place l'exonération partielle de la taxe foncière pour les propriétaires qui rénovent énergétiquement leur logement. Et donc je le redis, parce que c'est vrai que parfois l'info a du mal à arriver jusqu'aux propriétaires, mais il y a ça qui existe aussi. Donc le logement, en plus des projets immobiliers qui arrivent en fin de mandat, mais pour éviter de méconnaître un projet immobilier et son calendrier, on a déjà sur un projet immobilier tel que la sous-préfecture ou la Gabelle, en plus de la concertation qui est nécessaire, on a plus de 2 ans, 2 ans et demi, voire 3 ans de travail en chambre avec des opérateurs. Oui, ils veulent y aller, non, ils ne veulent pas, les bilans financiers, les travaux, les études. Enfin, en fait, ça prend du temps. Et donc oui, ça arrive en fin de mandat, mais bien heureusement, et on est très content de pouvoir donner des issues à la sous-préfecture ou à la Gabelle. Juste pour complément, depuis ce matin à 9h30 jusqu'à 14h, j'étais avec France Poulain de l'ABF. Donc on s'est un peu promené dans Bernay. Et donc elle a apporté à mon attention, elle m'a dit, regarde, tu vois ce bâtiment-là, si tu ne fais pas quelque chose, enfin tu ne demandes pas au propriétaire de faire quelque chose, dans peu de temps tu vas le mettre en péril. Parce que c'est vrai, on regarde les bâtiments comme ça, on passe devant. Mais elle m'a montré des endroits où on devait regarder. Il y a un bâtiment qui n'est pas très loin, elle m'a dit, regarde, là, le bâtiment, il n'est plus soutenu. Tu vois ce qu'elle me dit? Un jour, elle dit, je ne sais pas, elle me dit peut-être que c'est dans 1 mois, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, mais il va tomber. Donc, elle m'a donné quelques astuces pour voir, et donc je vais me pencher dessus semaine prochaine. Parce que là, cette semaine, c'est pas possible, mais je vais pencher semaine prochaine pour regarder. On va prendre, on fait un tour avec Jérémy pour voir les maisons ou les bâtiments en abandon manifeste. Parce qu'on en a beaucoup sur notre commune quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais il y a des bâtiments et des maisons qui sont à l'abandon. Donc là, on va faire un recensement semaine prochaine de tout ce qui est à l'abandon manifeste. Parce qu'il y a on va prendre route d'Orbec, il y a une super propriété, mais qui est à l'abandon depuis des années. Et franchement, je ne comprends pas que cette propriété, s'ils ne veulent pas l'entretenir, ou qu'ils ne l'aient pas vendue pour qu'elle soit habitable. Et aujourd'hui, elle est squattée. Il faut savoir que les ados, pas des majeurs, traversent la ligne de chemin de fer pour aller dans cette maison-là, pour la squatter. Enfin, voilà. Et donc, c'est dangereux. Donc, on est aussi sur l'abandon manifeste. Bon, on arrive à l'hôpital, Simon. Et on a fait le tour de la ville, monte la côte, on arrive à l'hôpital. Alors, la cardiologie...
avec le transfert de la cardiologie. C'est vrai que les lits scopés n'ont pas encore été mis. Mais, comme je reviens aussi de l'hôpital de cet après-midi, les lits scopés vont être remis en place et il y aura de la cardiologie. Et pas. Certes, on réduit les cardiologies. Parce que moi, je voudrais quand même attirer votre attention quand on dit « oui, il y a fermeture de lits, fermeture de lits, fermeture de lits ». Mais qu'est-ce qui fait qu'on ferme les lits? Moi, je voudrais juste que vous me répondiez si vous savez pourquoi on ferme des lits. Simon, tu sais pourquoi on ferme les lits? Tu veux dire quoi? Non, pour moi, c'est des choix politiques, c'est des choix d'économie. Non. La fermeture de lits, parce que moi aussi, j'ai cru souvent de fois que c'était l'ARS. La fermeture de lits, c'est parce que les lits sur 3 années ne sont pas occupés. En cardiologie, mais prends en cardiologie, aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a 2 lits d'occupés ou 3. Peut-être Sarah le sait aujourd'hui, mais il n'y a rien. Je vais reprendre mon débat. Certes, je suis sûr que je vais encore avoir des tirailleurs à l'extérieur bientôt contre moi. Mais moi, je vais dire, ça fait donc 6 ans que je suis au conseil de surveillance. Je ne suis pas un président de conseil de surveillance comme les autres. Je m'implique dans le mutual. Je veux comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Je veux comprendre pourquoi nous sommes à cette année à 48 millions d'euros de déficit cumulé. Je veux comprendre. Il me faut des réponses. Et j'ai mes réponses. Maintenant, aujourd'hui, je suis en mesure de dire, je vais vous dire les choses. C'est sûr, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais je vais dire, attention, et je pèse bien mes mots, et je veux que mes mots, s'ils sont reportés dans l'éveil ou autre, mais qu'ils soient bien. Je ne dis pas que c'est l'ensemble du personnel et je ne dis pas que c'est l'ensemble des médecins. Mais aujourd'hui, moi je peux vous dire qu'il y a des médecins qu'on rémunère à l'hôpital et qui ne font rien. 0 consultation, 0 opération. Et des praticiens hospitaliers, je le dis bien, des praticiens hospitaliers, si vous trouvez que c'est normal, et on ne peut rien faire parce que l'hôpital a le seul droit, c'est de payer. Mais il n'a pas le droit de faire des réprimandes. Et quand un médecin, je peux vous dire qu'il y a des médecins qui sont praticiens hospitaliers dans l'hôpital et qui exercent dans d'autres hôpitaux et qui viennent à 17h à l'hôpital de Bernay pour dire qu'ils vont faire des consultations ou autres. Eh bien, ils font rien. Non, mais moi, je suis scandalisé. Il y a une partie du personnel où ça ne va pas. Je le dis, je dis bien pas tout le monde. Il y a une partie des médecins où ça ne va pas. Moi, je voudrais qu'on trouve la solution. Comment on peut faire pour virer ces médecins? Après, on dit que des fois, je suis violente dans mes propos. Mais moi, ça m'exaspère. Parce que notre hôpital, on a besoin de notre hôpital. Notre hôpital, il ne demande qu'à vivre. Et l'ARS, qui aura donné en 2028 38 millions d'euros à l'hôpital. Vous pensez qu'il a envie que ça ferme l'hôpital? On est toujours en train de se battre. Pourquoi il y a les fermetures de lits? Parce que les lits, elles ne sont pas occupés. Parce que les médecins, ils ne remplissent pas nos lits. Donc voilà, ça, et je l'ai dit, ça m'énerve. Moi, tous les mois, j'ai le compte-rendu de ce que chaque médecin a fait, de ses consultations, de ses opérations qu'il a fait, des hospitalisations. Et je peux vous dire, et encore en 2025, où pourtant je n'ai mis des coups de gueule au conseil de surveillance, eh ben ça chute encore. Il y a des médecins qui sont là, c'est juste pour passer le temps et prendre l'argent de l'hôpital, mais ils ne font rien. Voilà, je le dis. Je vais encore m'en prendre. L'année dernière, nous avons fait une réunion. Vous savez que chaque année, je réunis les médecins de ville, les médecins d'hôpital, pour qu'ils arrivent à travailler ensemble, parce que finalement, c'est toujours les médecins de ville contre l'hôpital ou l'hôpital contre les médecins de ville. Enfin, voilà. Et ben, l'année dernière, et Sarah, elle est présente, elle peut le dire, j'ai vu un médecin de l'hôpital, je ne dirai pas le nom, je tais le nom, qui est en train de discuter avec un médecin de ville, machin, qui est en train de lui faire sa romance. Mais il ne bosse pas. Et au médecin de ville, là, j'ai dit, il faut le charger, parce que lui, en consultation, il n'a rien. Il s'est offusqué, il s'en est pris à moi. Il y avait même Louis Chouin qui était là. J'ai dit, mais ici, vous allez vous taire, parce que ici, vous êtes à la ville de Bernay, et c'est moi, ce que je dis, c'est la vérité. Vous êtes venu ici, à l'hôpital de Bernay, pour pouvoir conserver votre droit d'être chirurgien et d'opérer. Alors taisez-vous, parce que quand on vous a recruté, vous avez dit que vous allez bouleverser l'hôpital. Vous avez fait quoi? On est encore en chute libre. Et tout ça avec votre collègue.
Oui, effectivement, je ne mets pas l'effort, mais à un moment donné, il y en a un peu ras-le-bol de nous prendre les services publics, enfin l'hôpital ou autre, comme dire que parce qu'on est rattaché au GHT qui veulent nous faire mourir et tout ça. On ne peut pas financièrement se désengager du GHT parce qu'on est incapable de payer un poste de RH, on est incapable de payer un poste de DAF, mais on est même incapable à payer, je ne sais pas moi, 1 000 € un ustensile. Chaque fois, c'est l'ARS qui vient au secours de l'hôpital. À chaque fois, parce que l'hôpital, on n'a rien, on ne peut pas faire. Si l'année dernière, fin d'année, octobre-novembre, l'ARS n'était pas venue, on ne payait même pas les salaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on ne paye pas les salaires. Pourquoi? On dit qu'on ne doit pas comparer l'hôpital à une entreprise. Ben si, c'est ça. Pas d'activité, pas de recettes. Donc pas de recettes, pas d'investissement. Pas d'investissement, on ne renouvelle pas le matériel, on ne renouvelle rien. Et c'est l'hôpital, on meurt. Eh ben, on se défend, on essaie. On reconstruit, les urgences sont reconstruites, l'ARS a tout payé. On va construire l'EHPAD. Simon, tu dis qu'on va descendre de 80 lits, de 80 et quelques lits. Oui, c'est vrai, on va plus être qu'à 141 lits. Mais aujourd'hui, tous les lits ne sont pas occupés. Pourquoi? Parce que tu peux pas y mettre. Moi-même, je n'y mettrai pas ma maman ou mon père dans l'EHPAD. Donc, et la tendance, c'est l'EHPAD à domicile. Il y aura un EHPAD à domicile parce que les gens, ils veulent rester de plus en plus longtemps. Et les gens n'ont pas les moyens, même si l'EHPAD, c'est moins cher parce que le département paye une partie, ils n'ont pas la partie qui leur manque pour rester à l'hôpital. Et les enfants, je peux dire ce que j'en ai vu plus d'un, les enfants ne veulent pas payer pour que les parents soient en EHPAD. Donc, ils font tout pour qu'ils restent. Donc là, ce qui est en train de se faire et qui au mois de mars, ça va démarrer, c'est le rapprochement des SAD et du SIAD de Bernay et de Pontotoux pour qu'ils travaillent main dans la main pour qu'on puisse commencer à faire de l'EHPAD à domicile aujourd'hui. Donc, on a encore une chance que ce service, parce que si le SIAD de Pontotoux et de Bernay n'était pas rattaché au SAD de l'Intercom, les SIAD disparaissaient. Donc, on a réussi à faire une entente pour que ça puisse fonctionner et qu'on soit au plus près des personnes. Je vais encore donner un truc. Je suis sûr que ça va me revenir. Je vais dire. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je dis que quand on hospitalise une personne âgée aux urgences le soir, qu'il ne faut surtout pas la laisser ressortir à 3 heures du matin chez elle seule parce qu'elle est complètement désorientée. D'accord? Normalement, on a un SIAD qui doit, puisqu'ils sont présents aux urgences le soir, qui doit être là pour accompagner. Eh bien, il n'y a encore pas très longtemps, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus en tête, et c'est quelqu'un que je connais très bien, qui a 92 ans, qui est rentré chez lui à 3 heures du matin, sans personne, sans rien, était complètement désorienté, la preuve pour aller se coucher, il est tombé de son lit, enfin bon, et c'est les aides à domicile qui l'ont retrouvé le matin. Donc, à un moment que je dis, c'est bien beau toujours de tirer sur l'ARS, de tirer sur tout le monde, mais il faut que tout le monde prenne conscience qu'aujourd'hui, que si on fait un métier qui est dans la médecine, dans la santé ou autre, c'est un métier qui doit être fait avec passion. Et si ça ne passionne plus, eh ben, moi je dis qu'il faut quitter, il faut prendre une autre orientation. Voilà. Ça, c'est pour... Voilà. Alors, j'ai pas fini, hein, donc, voilà, ça c'était pour l'EHPAD. Pour la chirurgie. Alors, le docteur Boutrig, c'est un long roman d'eau douce. Franchement, j'ai vu les échanges de mails. Ça, c'est encore une histoire financière. Eh bien, il n'a pas de chance, le docteur Boutrig, parce qu'il ne reviendra pas à l'hôpital de Bernay, puisqu'il y a 2 chirurgiens orthopédiques qui vont intervenir début mars et qui vont opérer 4 jours par semaine. Voilà. Parce que le docteur Boutrig, ça fait plus d'1 an et demi qu'il nous mène. Oui, qui nous mène en bateau. Ah oui, qui nous mène en bateau. Et donc, c'est bon, ces mails. Parce que ce qu'il faut savoir comment on finance tout ça. Donc, les gardes, maintenant, il faut qu'il y ait tant et tant. Moi, quand j'entends qu'en poste de garde, on me dit ouais, mais madame la maire, vous ne savez pas tout. Parce que quand on appelle, je crois que c'est 18h30 la garde, quand on appelle à 18h20 parce que les urgences ont besoin d'un médecin, machin, et qu'on appelle le médecin et dire oh, il m'a dit tu rappelles à 18h30 parce que c'est la garde qui commence. Moi, il y a un moment donné, je comprends, les médecins, ils peuvent être rémunérés, moi, je ne sais pas, 10, 15, 20 000 € par mois, je m'en fiche de leur rémunération. Mais il faut qu'ils bossent en contrepartie. Et quand on commence à jouer à 10 minutes près, pour jouer de dire ça va passer en heure de garde, ça va passer sur la garde,
moi, ça m'exaspère. Enfin, franchement, ça m'exaspère. Donc, la cardio, l'héliscopée va être mis. Il n'annonce pas. Le cardiologue s'est remis en route. Et à partir du mois de mars, il y a 2 chirurgiens orthopédiques qui vont opérer 4 jours par semaine à Bernay. Donc, la chirurgie orthopédique, elle sera faite. L'EHPAD, j'en ai parlé, l'EHPAD va être reconstruit, parce que je pense qu'il y en a certains qui ne doivent pas lire les journaux ou autres. L'EHPAD, il va être reconstruit. Les financements sont bouclés. Je répète que les financements de l'EHPAD, l'hôpital ne va pas mettre 1 euro. Il est financé par le département et il est financé encore par l'ARS. La reconstruction de l'autre bâtiment médecine, il est financé par la région et il est financé par l'ARS. Et si nous n'avions pas ces financeurs qui nous aident, on ne fait rien du tout, je vous le dis, enfin rien. Quand je dis qu'on ne peut même pas acheter 100 balles un truc, ben c'est vrai, on ne peut pas l'acheter, c'est comme ça, il n'y a pas d'argent, voilà. Après, sur la vidéoprotection, Pascal, je ne vais pas refaire le débat, Simon non plus, le commandant il est venu, moi je dis que ça sert, voilà, c'est pas de la vidéosurveillance, on n'est pas... Oui, Mika? Ben vas-y, je vais boire un coup. Reposez-vous, Madame le maire. Non, sur la vidéoprotection, oui, on a régulièrement le débat, effectivement. Après, moi, ce qui m'étonne, c'est que vous, comme nous, on est des élus de terrain, et je pense quand même que vous écoutez la même chose que nous. Faut pas aller loin. Tous les sondages disent que, ça dépend des sondages, entre 70 et 80% des Français veulent de la vidéoprotection. Voilà, parce qu'il y a un intérêt factuel, hein, ça a été évoqué par la gendarmerie, parce qu'on a donné, on a écouté l'opposition, on a fait venir la gendarmerie, puisque vous demandiez des éléments factuels pour qu'ils vous donnent des éléments factuels. Après, on peut remettre tout en question. En soi, c'est pas grave. Enfin, ça ne nous porte pas atteinte, nous, directement. Sachant que ces personnes-là, les gendarmes, les policiers, les sapeurs-pompiers, ont un devoir de probité, de neutralité. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi ils mentiraient en fait sur les chiffres. Pour moi, encore une fois, si on écoute le terrain, un élu, il est là pour écouter le terrain. Et quand une grande majorité, enfin là c'est une majorité écrasante, on n'est pas sur du 51-49%, dit que la vidéoprotection est un enjeu majeur. Vous parlez de priorité, vous avez parlé du logement, on n'a pas rien fait, vous avez parlé de la démographie, on n'a pas rien fait, mais la vidéoprotection fait partie aussi, quand on fait campagne, des éléments qu'on nous donne, que les gens nous mettent en avant en disant on a besoin de plus de vidéoprotection. Et surtout, ne faites plus l'amalgame entre vidéoprotection et vidéosurveillance, parce que d'autres listes, et là je vous rejoins, qui sont peut-être plus dangereuses, veulent de la vidéosurveillance avec même des survols de drones de Bernay. Voilà, avec carrément une école de dronistes à Bernay pour justement faire de la vidéosurveillance. Voilà, là on arrive sur quelque chose d'extrême. Et je pense que entre cette vision-là, la vôtre, en fait, on essaie de se situer au mieux et d'écouter en fait ce que la population, la majorité de la population souhaite. Merci Mika. Donc la réorganisation, Pascal, tu parlais. Simon, j'ai répondu à toutes tes questions? Oui. Pascal, tu parlais de la réorganisation des services. On est passé de 247 à 207 ou 209, voilà, ETP. C'est vrai, tu as raison. Il y a quelques années, on avait, moi je me rappelle, jusqu'en 2015-16, on avait des services étoffés aux services techniques, c'est vrai. On a récupéré en 2020 des services approuvés. On essaye de faire le maximum pour pallier des fois à quelques dysfonctionnements dans les différentes structures, des différents équipements de la ville. Aujourd'hui, elle est comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir, si on prend vraiment, par rapport à notre capacité de ville, normalement, le nombre de fonctionnaires qu'on devrait avoir de service, hein, si on prend ça, mais il faudrait savoir aussi si toutes les compétences sont transférées. Nous, on a gardé beaucoup de compétences. Je vous rappelle qu'on a gardé la compétence enfance-jeunesse, la petite enfance, on a gardé le scolaire, on a gardé les équipements sportifs, on a gardé beaucoup de... Aujourd'hui, on appelle très peu à l'entreprise que pour des gros travaux, comme des gros travaux de réhabilitation. Ça déjà, même avant, on ne le faisait pas.
ce que font aujourd'hui les agences, c'est l'entretien, le fonctionnement de la ville et le fonctionnement des bâtiments. Certes, il manque un peu de renfort et je suis d'accord avec toi. Il manque un petit peu de renfort. Et on y regarde et là, je sais que la directrice générale des services, elle a un peu renforcé quelques services dans les services techniques. On y regarde, on y fait attention parce que non seulement on a des personnes qui sont en longue maladie depuis longtemps, on a des personnes qui ont quitté la collectivité, qui sont parties travailler ailleurs et tout ça. Et aujourd'hui, on fait le même constat qu'on fait dans toutes les entreprises, c'est qu'on a du mal à recruter. Même les collectivités ont du mal à recruter. On n'est pas la seule collectivité. Hein. J'ai des collègues dans les grandes collectivités à côté, pareil, ils n'arrivent pas à recruter des cadres, ils n'arrivent pas à recruter du personnel technique, enfin du personnel du bureau, ça devient très compliqué partout. Donc, on veille au mieux pour que nos services fonctionnent. On est contraint aussi par le budget. Le budget, il est là. Aujourd'hui, tout le monde dit la taxe foncière, la taxe foncière. Vous n'avez qu'à reprendre, et si vous savez lire les chiffres, si la taxe foncière n'avait pas été augmentée, il n'y aurait aucun investissement dans la ville et on n'aurait pas clôturé nos budgets. Parce que je vous rappelle quand même que la DGFiP et la préfecture, nous étions sous tutelle. Sous tutelle. Ça veut dire que quand vous regardez les chiffres, vous avez qu'à regarder ce que l'augmentation de la taxe foncière, elle a rapporté 1 550 000 à la ville. Bon, si vous savez refaire le calcul, vous verrez qu'on n'était pas en capacité, on est en capacité de rien faire. Ça veut dire que l'augmentation des charges, l'augmentation des fluides, l'augmentation de tout, on était dans le mur. On n'aurait jamais pu payer nos factures. Il faut le savoir, on n'aurait pas pu payer nos factures d'électricité et de gaz à l'époque, on n'aurait pas pu faire face à tout. Donc ça veut dire que on aurait fermé des structures, on aurait fermé des... Est-ce qu'on aurait continué à faire le périscolaire? Je ne crois pas. Est-ce qu'on aurait fait le centre de loisirs? Je ne crois pas. Est-ce qu'on aurait fait la cantine pour les enfants? Je ne crois pas. Est-ce qu'on aurait eu encore un service de propreté urbaine? Ben non, je ne crois pas. C'est-à-dire que chacun aurait dû balayer sa route, le trottoir, enfin faire tout ça. On aurait pu tout ça. Enfin, c'est pas parce que certes, ça nous a permis, l'augmentation de la taxe foncière nous a permis de diminuer notre endettement, mais il nous a aussi permis de faire face à tout ce qu'on a eu depuis 2020, depuis le Covid, depuis la guerre en Ukraine, et puis voilà. Donc c'est pas, on n'aurait pas, enfin franchement, on n'aurait pas fait face à nos échéances qu'on aurait dû payer. Enfin, voilà. Donc les services publics, on a quand même créé d'autres services publics. On a rassemblé nos services pour pouvoir apporter à la population le service qu'elle a besoin et qu'elle trouve sur place. Quand on regroupe le CCAS, le guichet famille, la maison France Service, le poste CNI Passeport, enfin tout ça sur un même lieu, ben, je trouve que quand même que l'administré bernéen qui va dans un service, et même s'il se trompe que ce là, eh ben, il va à la porte d'à côté, il a le service, il voit le travailleur social, enfin, il a tout sur place. La maison de l'enfant, c'est pareil. La maison de l'enfant, c'est que quand on pousse cette porte, on sorte soit avec une solution, soit avec un accompagnement, et c'est pour toutes les familles. C'est pour les jeunes parents ou les futurs parents, ça commence là, mais jusqu'à la fin de vie. Enfin, je veux dire, c'est pas que pour l'enfant, c'est la maison de l'enfant et de la famille. Donc, c'est qu'on apporte vraiment des solutions à tous. Donc, je pense qu'on a fait la ville, on a donc les CNI Passeport, parce que c'était une galerie, on a eu 2 postes, on en a un à l'état civil, on en a un là-bas à la maison France Service. On a fait comment dire, on a pour nos services, on a lancé la démarche Caliville, qui est quand même une certification AFNOR qui est très difficile à avoir. La preuve, nous sommes que 2 dans le département, Val-de-Reuil, et je le dis, et je suis fier de le dire, c'est que les agents de la ville de Bernay l'ont eu en 18 mois par rapport à 3 ans à Val-de-Reuil, je veux dire que ça va faire, et c'est quand même une reconnaissance que notre service public est un très bon service, et c'est une reconnaissance pour les agents, et j'en suis très fier, et c'est ce que je voulais, qu'on ait une certification pour démontrer quand même à la population, parce que c'est facile de dire, oh les fonctionnaires, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, quelques mois, il y a trop de fonctionnaires, ces fonctionnaires qui ne font rien. Non, ces fonctionnaires qui sont là,
ils vous rendent des services, ils rendent un service à la collectivité. Et je pense sincèrement que ils méritent d'avoir cette certification AFNOR Caliville, parce que vraiment, moi je suis très fière de cette certification, parce que ça démontre bien que les agents de la collectivité, ils ne sont pas des fonctionnaires qui ne font rien. Ils sont là pour rendre un service public de qualité à la population. Voilà. Pascal. Écoutez, Madame le maire, merci pour toutes les réponses qui sont apportées. On a eu un débat d'orientation budgétaire serein. Nous avons posé des questions, nous avons exprimé nos divergences. Nous avons entendu vos réponses, nous avons certainement des convergences, nous avons aussi des divergences, et tant mieux, puisque maintenant on va dire que la campagne électorale va pouvoir commencer, et c'est le terrain qui va permettre de faire un petit peu les nuances qu'on ne va pas exprimer là ce soir, puisque ce n'est pas forcément le lieu. Mais en tout cas, moi je vous remercie, et notre groupe vous remercie pour la qualité des réponses qui sont apportées, même si beaucoup nous n'en partageons pas le moindre mot. Certains non. Vous voyez, je vous donne un exemple. M. Pereira nous dit la majorité des Bernéens sont pour les caméras. Oui, et puis dans ce cas-là, la majorité des Français sont pour la peine de mort. On remet la peine de mort. Voilà, le débat n'est pas clos. Voilà, le débat n'est pas clos. Donc, merci Madame le maire. Je pense que nous sommes une opposition constructive qui apporte des éléments importants de réflexion, en tout cas avec des réponses certainement différentes, mais qui permet au sein de cette assemblée, au sein de cette maison commune, d'avoir des débats sereins. Et moi, je caresse l'espoir que cela reste de ce niveau-là lors de cette campagne à venir. Mais bien sûr, Pascal. Bon, excusez-moi pour le débat sur l'hôpital, mais comme je suis passionné par l'hôpital, ça me prend. Et encore, j'ai essayé de maîtriser mes mots parce que je pense que j'aurais pu aller plus loin. Et Sarah, du coin de l'œil, me regardait. J'ai compris qu'il fallait que je... Voilà. Mais j'aurais tellement de choses à dire sur l'hôpital. Voilà. Enfin, en tous les cas, je vous invite, si vous avez un problème, allez quand même dans notre hôpital parce que nous avons un service de qualité quand même à l'hôpital. Chez les médecins qui travaillent, bien sûr. On a un service quand même, je veux dire quand même un service de radiologie au top, parce que tous les équipements sont au top. On a quand même des bonnes choses, et je pense que quand le prochain bâtiment sera construit et avec l'EHPAD, et je pense que là, et j'y crois, enfin j'y tiens, qu'on aura de nouveaux médecins qui voudront bien s'installer à Bernay, parce qu'il faut avouer aussi qu'on n'a pas les équipements au top du top. Donc voilà. Et donc je pense qu'avec les prochaines constructions ou neuves qu'on aura, eh ben, on va pouvoir attirer des médecins qui voudront bien venir vivre à Bernay, parce que je vous rappelle quand même, je ne sais pas si vous le savez, Bernay a encore été la première ville où il fait bon y vivre, la première ville de notre département de la même taille, et on est la 3e ville sur 574 communes du département, on est classé 3. Donc c'est comme quoi il fait bon y vivre à Bernay. Bon, sur ce, je vais continuer. Pardon. Merci Madame le maire. Moi, je voudrais juste rajouter que, en effet, il y a quelques personnels dans l'hôpital qui posent problème, mais il y a quand même une majorité et vraiment de professionnels qui sont très attentifs, qui travaillent parfois dans des circonstances difficiles. En effet, il y a eu des choses difficiles à l'hôpital en début d'année. Et malgré cela, les patients, ils ont été soignés, ils ont été pris en charge avec compassion et avec empathie. Donc, moi, j'encourage tout le monde à se tourner vers notre hôpital. Je suis toujours un peu découragée quand moi je discute et qu'on me dit « Ah, il y a une consultation pédiatrique à l'hôpital ?» Bah oui. « Ah, il y a un rhumatologue ?» Bien oui, il y a un rhumatologue à l'hôpital. Donc, je vous conseille... J'aimerais bien qu'on fasse plutôt la promotion de tout ce qui existe, hein, et de notre personnel qui est souvent, qui fait son maximum. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui ne calculent pas leurs heures. Pascal. Oui, c'est pas pour mettre une pièce dans le jukebox, hein, mais
Juste rappeler que demain, le mouvement est fort chez les hospitaliers, puisque comme vous le savez, les personnels sont en grève et demain, ils diffuseront des informations aux usagers et nous serons à leur côté pour essayer de comprendre quelles sont les difficultés qu'ils traversent. Ça, c'était par rapport à la réponse que vous faisiez, Sarah, ou le complément d'information. Et puis, Madame le maire, oui, nous aussi, nous nous félicitons que nous soyons troisième du palmarès, etc. Malheureusement, dans les villes de moins de 10 000 habitants. Voilà, et ben voilà, je recommence. Nous sommes les premiers sur les 9 ou 10 villes de la même strate de notre département, c'est-à-dire on est les premiers, et sur les 574 communes qui sont dans le département, nous sommes classés 3e. Donc vous avez vu, il y a Évreux, il y a Vernon, il y a tout ça. Nous sommes classés 3e sur les 574 communes. Donc moi quand même, je me félicite. Et première sur les mêmes strates que nous, 10 000. Ouais, de 5 à 10 000, Pascal. Non, non, ça peut être j'ai dit 5 à 10 000. À 10 000, 01, on passe sur la strate supérieure. Mais on est premier et troisième sur les 574 communes du département. J'ai bien regardé, hein, Pascal, puis j'en suis fier hein, quand même. Donc voilà. Je me souviens de Bernay avec 11 000 habitants. Hein. D'accord. Eh ben, il y a longtemps, Pascal, parce que moi, 11 000 habitants, ils n'y étaient même pas du temps qu'on est arrivé avec Joël Bourdin en 2001. Ils n'y étaient déjà plus, les 11 000 habitants. Et donc, ça fait 24,35, Pascal. Voilà. Pour continuer, nous allons faire la transition vers le budget de l'eau. Comme je sais que vous suivez avec attention dans cette salle et en ligne toutes les présentations du rapport d'orientation budgétaire, vous pourrez constater que nous avons quelque peu revu l'ordre de présentation en décidant dès à présent d'évoquer l'année 2025 du budget annexe de l'eau. En effet, comme cela a déjà été annoncé depuis le 1er janvier 2026, la compétence eau a été transférée de la ville de Bernay au SAEP de la Charentonne, puisque les compétences, normalement, devaient être reprises par les intercommunalités, mais la loi a permis qu'on aille directement rejoindre le syndicat. Donc, le présent rapport d'orientation budgétaire ne traitera ainsi que du bilan 2025, car en 2026, c'est le SAEP qui poursuivra les actions engagées par la ville et notamment les importants investissements sur le réseau d'eau. Pour rappel, ces actions menées jusqu'alors par la ville ont permis durant ce mandat de limiter les fuites et d'augmenter de façon significative le rendement du réseau qui dépasse aujourd'hui plus de 84% contre 61,39% en 2019. Depuis 2021, la ville de Bernay a donc pris ses responsabilités en la matière dans un souci de sobriété environnementale et énergétique, mais aussi à la hauteur de ses capacités budgétaires jusqu'au 31 décembre. Le service de l'eau a ainsi géré et entretenu environ 65 km de canalisation pour 6 000 abonnés. Je profite de ce changement majeur qu'est le transfert de compétences pour féliciter et remercier tous les agents qui se sont succédés au fil des ans au service de l'eau pour assurer et renforcer l'approvisionnement en eau, un autre marqueur fort du service public. Je profite aussi pour confirmer que ce transfert de compétences a été réalisé de manière totalement concertée et en toute transparence avec l'ensemble des parties prenantes. Il n'y a pas de cadavre dans les tuyaux. Le SAEP de la Charentonne hérite d'un budget sain qui lui permettra de poursuivre la nécessaire entreprise de préservation de la qualité de l'eau et de sa distribution au Bernien. Donc, maintenant, à présent, place aux chiffres. Alors, le budget annexe du service de l'eau, les résultats de fonctionnement de l'exercice, le budget, je vous rappelle que le budget de l'eau, c'est un budget annexe. Je compare toujours 2022 par rapport à 2025. En 2022, nous avons eu en dépenses de fonctionnement 1 643 334. Pour 2025, 1 450 835. En recettes, nous avons eu 1 744 834,06. Pour 2025, 1 764 806. Un résultat de fonctionnement en 2022 de 101 500,02 centimes d'euros. Et pour 2025, 309 970,73.
Les dépenses de fonctionnement sont restées relativement stables. Il y a eu une augmentation de plus de 0,62%. Par contre, les recettes de fonctionnement, elles ont progressé de 3,54%. Il y a des questions? Pas de questions. Bon, je continue avec l'évolution des dépenses d'investissement. Donc en 2022, en subvention d'investissement, il y a eu 0. En emprunt et dette, il y a eu en 2022 90 000 euros, 129 d'emprunt, pour un emprunt en 2025 à 136 270 euros. En immobilisation incorporelle, c'est vraiment peanuts, 1281, il n'y en a pas eu en 2025. En immobilisation corporelle, il y a eu 1 776 432 euros. Et en 2025, 596 272 euros. Les opérations de tiers, c'est 2022, 34 070. Il n'y en a pas eu en 2025. Il restait des restes à réaliser en 2022 de 432 185 euros. Et en 2025, il reste 3 150 euros. Concernant les recettes d'investissement, nous avons eu des dotations et des fonds divers en 2022 de 819 110 euros et il n'y a pas eu en 2025. Les subventions d'investissement de 8 672 pour 2022 et en 2025, 81 600 euros. Emprunts et dettes assimilés en 2022, 661 432. En 2025, 352 318. Il reste à réaliser en recettes à rentrer en 2025, 20 400 euros. Des questions? Pas de questions, je continue le slide suivant. L'encours de la dette au service de l'eau, il y a un encours de 2 186 943,80 euros pour un taux moyen de 3,06% et pour des durées de vie de 40 ans et 2 mois. Nombre d'emprunts bancaires, 8. La structuration de ces taux, c'est 6 à taux fixe et 2 à taux variable. Vous êtes peut-être surpris sur la durée, mais tous les travaux d'eau et d'assainissement, vu que c'est tellement cher, les emprunts sont entre 30... Tu m'as parlé? Ah non, pardon. Entre 30, 40, voire 50, même 60 ans. Ça dépend la taille des travaux qu'on fait. Ce n'est pas des travaux comme on fait sur un bâtiment sportif ou autre. Les montants des emprunts, c'est de 30 ans jusqu'à 60 ans. Voilà. Donc, pour rappel, la transfert du service de l'eau, on ne fera pas les épisodes de l'éveil ou du Paris-Normandie l'année prochaine, enfin 2026, puisque ce service a été transféré et on a tout transféré, sauf les dettes, parce que les dettes restent sur la collectivité. Donc on inscrit dans le budget général, à charge à nous de faire rentrer les impayés du service de l'eau. Mais on leur a tout donné. On a remis les réseaux, enfin la plus grande partie des réseaux conformes. Donc nous avons fait quand même plus de 5 millions de travaux. Aujourd'hui, il reste à faire, c'est la rue Chanoine-Poré, la rue des Sources derrière. Il reste la rue Bernard-Gombert et il reste la rue d'Anjou. Vous voyez, c'est celle qui est sur le stade et que vous prenez avant le rond-point là, qui reste à faire. Et sinon, tous les réseaux d'eau seront refait sur la ville de Bernay. Voilà, donc on leur transfère une compétence qui est saine, avec de l'actif et pas que du passif, et donc nous sommes très fiers, et donc c'est vrai, ils nous ont accueillis à bras ouverts. Voilà, donc Bernay, sa compétence est transférée, Menneval également, et donc voilà, aujourd'hui vous avez pu lire l'article dans l'éveil, j'ai pas eu le temps encore de lire, mais j'ai vu passer sur le transfert et s'il y aura des augmentations ou pas du coût de l'eau et autres. Voilà. Donc, sans surprise, pour élaborer ses orientations budgétaires 2026, la ville a dû à nouveau composer avec un environnement économique et politique national incertain. Une situation qui continue de peser sur notre trajectoire financière comme sur notre capacité à projeter l'action publique dans le temps moyen et long. Pour autant, et tout en préservant les marges d'action de la prochaine équipe municipale dans un contexte de scrutin local à venir en mars, les orientations budgétaires 2026 visent à poursuivre la consolidation d'un service public solidaire, accessible et présent au quotidien. Un service public qui accompagne et protège, mais qui s'inscrit inévitablement dans les grands changements de notre époque.
Une ville qui s'adapte avec la poursuite du programme du passage au LED dans l'espace public et dans les équipements. Je vous rappelle que c'est la dernière tranche de passage à LED de tout l'éclairage public de la ville aujourd'hui. Et bientôt, ça va être en test sur le centre-ville. Vous savez que vos smartphones, j'habite ici, je vais aller là-bas, vous appuierez, l'éclairage s'allumera au fur et à mesure. Et si ça fonctionne bien, on l'éteindra sur toute la ville et dans les quartiers et dans les hameaux. Voilà. Donc, le déploiement emploi vélo, le plan vélo, le réaménagement de la friche Caroline Robert, l'enfouissement des réseaux rue d'Anjou, vu qu'il y a les travaux d'assainissement et d'eau à faire, la poursuite de la rénovation des patrimoines scolaires et sportifs en lien avec les exigences énergétiques du décret tertiaire. Je vous rappelle que le décret tertiaire pour 2028, tous nos bâtiments doivent être réhabilités concernant ce décret tertiaire. Alors, une ville qui protège, des travaux de gestion du ruissellement des eaux pluviales, travaux de lutte contre les incendies, renforcement de la vidéoprotection en appui des agents de terrain, police municipale et gendarmerie, amélioration des voiries et des trottoirs. Une ville qui accompagne, poursuite de la démarche qualité relations usagers qui nous a valu, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre première certification Qualiville décernée par l'AFNOR, la première phase de la réhabilitation du bâtiment accueillant les associations caritatives, parce que n'oublions pas où elles sont abritées, les bâtiments ne sont pas en très bon état. Hein. Même si j'ai entendu, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, il dit vaut mieux avoir un mauvais toit que pas avoir de toit. Enfin, entre avoir un mauvais toit, ça dépend ce qu'on appelle mauvais toit, mais enfin bon, je suis toujours un peu surprise de ce qu'on peut dire. Donc, poursuite de la démarche, non, j'ai déjà dit, la réhabilitation de la cuisine centrale pour une alimentation toujours plus saine, durable, conforme aux exigences d'une cuisine d'excellence. J'ajoute aussi que l'année 2026 verra la poursuite de la réparation de nombreux dégâts causés par la tempête. Comme je l'avais annoncé lors des vœux à la population, les travaux avancent au niveau de la salle des fêtes et celle-ci sera utilisable au début mars pour les élections. Pour les fenêtres de l'hôtel de ville et les vitraux détruits ou abîmés, nous y verrons plus clair sur les calendriers dans les semaines à venir. Mais il fallait surtout qu'on voit si on avait les subventions nécessaires pour les faire. Parce que de mémoire, changer que 39 fenêtres de la collectivité, 39 fenêtres, je ne dis pas jusqu'à les petites lucarnes, mais c'est bon, ça fait 39 éléments. On a quand même, que ça a été chiffré à 395 000 € hors taxe, surtout qu'on ne voulait pas refaire le remplacement que des petits carreaux simple vitrage, parce que si on a une nouvelle tempête, ça ressaute. Là, l'assurance nous donne que 40 000 € pour remplacer les fenêtres. On a pris la décision qu'il fallait remplacer les fenêtres. Mais vous connaissez l'ABF, on ne peut pas mettre ce qu'on veut. Donc, on s'est plié à ce qu'ils nous ont demandé avec leur super architecte. Et donc, on va remplacer. Aujourd'hui, on a eu la confirmation que nous aurons les subventions. Donc, ça y est, on va lancer l'appel d'offres. Mais comme nous l'avons déjà expliqué, ces réparations sont bien plus complexes, notamment au regard du classement des édifices que je viens de vous en parler. Donc, la ville, elle est bel et bien à la manœuvre sur ces sujets qui illustrent parfois l'agilité budgétaire que j'évoquais tout à l'heure. Aussi, place aux chiffres ainsi qu'aux orientations pour cette année 2026. Alors, 2026, c'est s'adapter, protéger et accompagner. On va regarder les recettes de la section de fonctionnement. Si vous regardez au BP 2023, il était 16 068 438. Hypothèse 2026, 16 236 598 €. Les dépenses de fonctionnement, 14 054 685 pour une hypothèse au BP 2026, 14 996 546. Les recettes resteraient stables, même si une vigilance accrue devra être portée quant aux diverses dotations de l'État. Les dotations de l'État, ce ne sera pas par rapport à la baisse de la population, puisqu'on est au CO de 10 000, mais c'était quand ça a été établi, ce ROB, on n'avait pas le vote du budget au national. Donc, voilà. Les dépenses de fonctionnement seraient contenues à une augmentation de 4,62%. Dedans, on a intégré une prudence liée aux fluides, parce qu'on prévoit encore une augmentation de 150 000 € des fluides.
L'annulation de divers titres entièrement, comme nous avons intégré l'eau, les factures d'eau pour 110 000 euros, une partie déjà pour 110 000 euros. Les dépenses de personnel qui sont de nouveau impactées par la hausse de la CRL pour 150 000 euros. Vous savez qu'on devait augmenter normalement en une fois en 2025 pour 12% pour les salaires. Finalement, l'État a accordé que ça se fasse sur 4 ans, 4 fois 3%. Mais quand on fait le calcul de 4 fois 3%, finalement, on aura augmenté plus de 12%. Parce qu'on augmente de 3% sur ce qu'on a déjà augmenté, 3%, 3%, et finalement, c'est pas 12, hein, c'est plus. Voilà. Dans le budget de la ville, et 2 agents qui étaient historiquement affectés sur le budget de l'eau rentrent pour 70 000 euros sur le budget de la ville. Divers travaux de réparation et entretien de réparation courante de fonctionnement pour 100 000 euros. Les recettes de fonctionnement, elles sont impactées par le remboursement de la tempête pour 310 000 euros qui viennent tamponner une baisse probable des dotations. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Le projection en cours de la dette, donc au 31/12/2026, la dette sera de 12 606 591,71 avec un taux moyen d'emprunt de 2,22%, 24 ans et 2 mois, nombre d'emplois bancaires 24. La capacité de désendettement reste en dessous des 5 ans et bien en dessous du seuil d'alerte de 12 ans. Je vous rappelle, plus de 20 ans en 2020. Le taux d'endettement est projeté à 77%, avant il était à 111% en 2020, et la dette par habitant à hauteur de 1 255 euros, en baisse constante puisqu'elle était à 1 423 en 2020. Des questions? Pas de questions. 2026, s'adapter, protéger et accompagner. En 2026, la ville projette d'investir 5,3 millions d'euros hors les RR en faveur d'une ville qui s'adapte, qui protège, qui accompagne. La ville projette de maintenir le même niveau d'investissement de 2025, divers travaux de réparation et d'entretien, les recettes de fonctionnement, j'en ai parlé tout à l'heure, qui viennent impacter les recettes de 310 000 euros. En 2026, s'adapter, protéger et accompagner. Donc, poursuivre la modernisation de l'éclairage public, comme je vous le disais, c'est la dernière phase cette année. On aura fait les 3 ans, ça a coûté plus de 960 000 euros et on a été subventionné par le Fonds vert. Donc, tous nos lampadaires sont en LED et donc bientôt le test sera fait. Et je pense que ce sera pour début septembre, l'éclairage sur le téléphone, déjà dans le centre-ville, et après, on pourra l'étendre partout. La continuité de la maison de l'enfant, parce qu'on l'a fait en 2 parties, la maison de l'enfance à la place de l'école maternelle des Fontaines. La phase 1 à 3 de rénovation de la cuisine centrale, parce qu'on a commencé une partie sur 2025, et donc il y a la poursuite pour cette année. Suite de la tempête, on va faire les vitraux et les fenêtres de l'hôtel de ville. Vous pourrez remarquer que nos agents, ils ont quand même des beaux moulés sur l'échelle. Sur la slide suivante. La modernisation des structures sportives et la réaménagement de la friche Caroline Romer en parking. Il fera fait sur ce parking, je vous rappelle, une 30aine de places, plus bientôt celles qui vont ouvrir. Vous vous rappelez, quand on rentre sur le parvis de la gare, il y avait comme un parking qui était toujours fermé avec un portail. Vous voyez, quand on rentre sur le parvis, et à droite, il va s'ouvrir et ça sera des places disponibles. C'est un accord avec, on a signé une convention avec SNCF. Par contre, quand la SNCF aura besoin de ce parking parce qu'elle fera des travaux sous les tunnels ou autres, bien sûr, le parking sera refermé, mais ça laisse encore une quinzaine de places. On continuera notre PPI scolaire avec, pour là, aller à Jean Moulin et à l'accueil de loisirs, ce qui nous reste encore quelques fenêtres et portes à changer. La réhabilitation du bâtiment des associations caritatives, je vous en ai parlé. La prévention des inondations et des luttes contre les incendies, puisqu'on a eu l'étude qui nous est rendue sur le ruissellement, sur la thématique du ruissellement sur Bernay.
et qui nous a apporté aussi pour nous éclairer sur les parties qui sont le plus inondables. Bon, on le sait parce que de toute façon on le voit, mais là c'est vraiment matérialisé. Rue des Sources, enfin toutes les rues qui sont impactées, rue du 11 novembre où il y a aussi le lycée, enfin le collège Saint-Anselme, on a vraiment. Et maintenant c'est comment se protéger puisqu'il parle depuis, alors Michael le dira mieux moi, trentenaire, cinquantenaire, centenal. Et voilà, et 100 ans, on pense même plus des 100 ans qui pourraient amener en très peu de temps une masse d'eau importante. Et donc, on est en train justement de voir comment on peut se protéger. Donc la première présentation qu'on a eue, où je ne suis pas d'accord, enfin évidemment, c'est de faire des bassins partout autour de Bernay. Donc bientôt on serait une île parce qu'on sera entouré que de bassins. Enfin franchement je trouve pas. Et je trouve que c'est pas qu'à nous de se protéger, puisque l'eau, quand on regarde de ce côté-là, elle arrive au-dessus de Montreuil, de Broglie, et elle arrive par la prairie de la Charentonne pour rentrer le 12 novembre. Je pense qu'ils peuvent faire des bassins, eux aussi, de rétention d'eau beaucoup plus haut. Parce que quand on voit que dans la projection qu'ils nous ont pensé que où il y a le parking arrière de l'hôpital, vous voyez à l'arrière, là, de faire un grand bassin. Enfin, je veux dire, c'est bon. Enfin, on en avait dans toute la ville. Je vous dis pas, il nous faut en mettre un rue des Fontaines. Enfin, je veux dire, mais on le met où? Enfin, à un moment donné, je veux dire, c'est pas quand même qu'à la ville qui doit se protéger. En amont, on doit être aussi protégé. Et nous, finalement, on va protéger Cerquigny, Beaumont ou Cerquigny, ou après Arquémince, parce que là, on va se jeter dans la Rille. Donc, il faut qu'on se protège mutuellement. Et donc, parce que les travaux annoncés, ils nous annoncent une enveloppe de 9 millions d'euros. Mais enfin, je veux dire, ils parlent qu'en millions d'euros. On ne parle pas jamais en 1000 euros, mais c'est qu'en millions d'euros. Donc, on n'était pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur ce montant. Je dis qu'ils doivent remonter aussi plus haut pour pouvoir faire des bassins et nous protéger. Certes, nous, on doit en faire surtout pour ce qui vient de là-haut, enfin du côté gendarmerie, du côté Bourg-le-Comte pour qu'il arrive là. Mais de ce côté-là, c'est pas à nous tout seuls de se protéger. Voilà. Et même Venval, parce que évidemment, à Venval, ça descend. Quand ça descend la côte Saint-Michel, ça tourne à droite. Il n'y a pas encore, à moins qu'on trouve un panneau qui lui dise à l'eau de remonter vers la gauche. Mais ça m'étonnerait que ça arrive. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça descend la côte de Rouen et ça va à rue Général Leclerc et on est encore inondé. Donc, c'est aussi à nous protéger quand même. Donc, voilà. Et on continuera l'aménagement des voiries et des trottoirs pour 525 000 €. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Ouf. Bon, je vous remercie pour votre attention. Cette présentation, qui est forcément particulière en année d'élection municipale, elle touche à sa fin. J'ajoute que, comme à chaque exercice, le document de robe sera mis en ligne sur le site internet de la ville, sur la page Ma mairie, catégorie affichage réglementaire, dès cette semaine. J'ai toujours dit, la transparence est pour moi indispensable à la bonne conduite des services publics et de tout ce qui est en lien avec la gestion de la ville et du CCAS de Bernay. Je pense que nous l'avons prouvé concrètement depuis le début du mandat par nos actions et choix. C'est ce que nous devions aux Bernéennes et aux Bernéens. Je tiens une nouvelle fois à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à la réalisation de ce rapport d'orientation budgétaire. C'est un beau travail de regard et d'expertise partagée. Un travail, vous l'aurez compris, tourné avant tout vers l'amélioration continue du service public local. Comme vous n'avez pas de questions, nous allons passer, on prend acte et nous allons passer aux prochaines délibérations. Alors, je vais passer la parole à Michael Pereira concernant le reversement à l'association des courses de Bernay du prélèvement sur les paris hippiques au titre des enjeux 2024. Comme je connais votre appétence pour les chiffres et que vous n'en avez pas eu beaucoup ce soir, je vais en rajouter. Donc très rapidement, vous le savez, c'est une délib que l'on passe chaque année. Le Code général des impôts instaure un prélèvement sur les enjeux générés par les paris hippiques. Et donc une partie de ce prélèvement, à hauteur de 15%, est reversée aux collectivités territoriales. Et donc au titre des enjeux collectés en 2024, la commune a perçu la somme de 4 814,61 €. Et donc l'association des courses de Bernay sollicite le reversement de cette somme afin de financer les investissements matériels et sécuritaires nécessaires sur l'hippodrome, bien sûr, qui accueille de nombreux événements, puisqu'il n'y a pas que des courses,
le run and bike, le cyclocross, la foire à tous des sapeurs-pompiers, et j'en passe. Il y a énormément d'événements qui sont organisés sur ce bel hippodrome. Et donc forcément, ces événements participent à l'animation de la commune. Il vous est donc proposé d'approuver le versement de l'intégralité de cette somme. Merci, Michael. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Donc, délibération numéro 4, échange de parcelles avec monsieur et madame Dubux pour la création d'une aire de pointe d'apport volontaire. C'est à la Petite Manouve. Donc, monsieur et madame Dubuc, qui sont propriétaires d'une passerelle cadastrée rue du Puy Commun à Bernay. La ville est propriétaire d'une autre passerelle cadastrée juste à côté. Monsieur et madame Dubuc nous ont sollicité afin d'acquérir la parcelle municipale pour faire paître des moutons. Dans les échanges, la ville qui souhaitait installer une zone de point d'apport volontaire et d'une bâche incendie, puisqu'il n'y a pas de sécurité incendie à la Petite Mélie, a émis l'idée d'un échange de parcelles. Donc, comme vous l'avez eu en annexe, le découpage parcellaire prévoit un échange de 141 mètres carrés. L'avis du domaine du 4 septembre 2025 estime la valeur du mètre carré à 12,50. Ainsi, la valeur vénale des parcelles concernées par l'échange est considérée comme identique. Donc, c'est juste un échange. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, délibération numéro 5. Délégation de maîtrise d'ouvrage avec l'IBTN pour la réalisation de la phase 1 de l'itinéraire cyclable Bernay-Nord. Comme vous savez, l'IBTN, comme elle a la compétence mobilité, va réaliser une piste cyclable qui va partir à la suite de la troisième phase des travaux du boulevard pour remonter jusqu'au centre aquatique. Et donc, elle nous a demandé d'avoir la délégation de maîtrise d'ouvrage, c'est elle qui va s'en occuper, au moins pour la première phase. Donc, la première phase, elle va partir dans le sens inverse. Elle va démarrer du centre aquatique pour rejoindre jusqu'au carrefour de la Concorde en bas, pour la première partie de cette année. Et peut-être qu'en fin d'année 2026, ils vont commencer à poursuivre la deuxième phase qui est sur la partie où il y a la rue du Ravin, enfin la petite partie entre... pour tourner à gauche vers Saint-Anselme, à partir de là, et continuer pour revenir jusqu'à rejoindre tout le boulevard, à remonter jusqu'à à peu près à un petit peu plus loin que la mission locale jusque-là. Voilà, et donc qui nous demande est-ce qu'on accorde la délégation de maîtrise d'ouvrage, comme on a fait pour le pôle multimodal. C'est eux qui nous ont donné la délégation de maîtrise d'ouvrage. Maintenant, on leur rend l'appareil, on leur donne pour la piste cyclable et le montant de travaux pour la piste cyclable pour Bernay, parce qu'on aura une modification d'un bout de trottoir à faire, est de l'ordre de 4 000 €. Comment? Je l'ai dit de tête, Mickaël. Voilà, de 4 000 € à peu près pour faire la modification de la bordure de trottoir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Donc, je vous remercie. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Eh bien, on arrive presque au bout, puisqu'il reste le compte-rendu des décisions prises du 1er décembre 2025 au 15 janvier 2026. Est-ce que vous avez des questions sur les décisions? Il n'y a pas de questions. Mais très bien, finalement, Pascal, on va vite à ce conseil-là quand même. Voilà, donc on prend acte des décisions. Et nous voilà terminés. Le conseil est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et puis, bien sûr, je remercie les services pour la préparation de ce conseil municipal. N'oubliez pas que le 2 mars prochain, il y a le vote du budget. Et je vous rappelle, et Pascal, écoute ce que je dis, la fin d'inscription sur les listes électorales, c'est vendredi 6 février en mairie. Et par Internet, c'est jusqu'à ce soir, 23h59. Voilà. Non, mais je rappelle quand même, après, je rappelle. Merci à tous et bonne soirée.